Méloine. Et moi c'est Minoé. Aujourd'hui, on a une vidéo un petit peu spéciale à faire, c'est le récap lecture, mais on a aussi une petite annonce à vous faire, donc restez jusqu'au bout et on vous en dira un petit peu plus sur le futur de la chaîne. Installez-vous, c'est parti. De mars, on vous l'a dit le mois dernier, on a commencé un challenge lecture. Oui. Ça se voit, surtout chez moi. J'ai commencé le mois en lisant Le magasin des suicides de Jean Telet. C'est un livre qui est assez ancien, je me souviens j'avais des amis au collège qui lisaient. J'avais jamais trop voulu me lancer dedans, mais en même temps, le concept avait l'air assez sympa. Le titre a pas l'air comme ça, mais en fait c'est un livre qui est plutôt drôle, je dirais, plutôt humoristique. Dans une ambiance un petit peu famille Adams, je dirais. On suit l'histoire d'une famille dans un monde dystopique qui tient un magasin spécialisé dans les outils pour se suicider. Donc il y a des cordes déjà prénouées, des lames qui sont rouillées parce que comme ça au pire si tu te loupes, tu chopes le tétanos, ça passe aussi. Oui, ce genre de petites choses. Voilà, on peut dire waouh, c'est giga glauque et en fait c'est tellement poussé, tellement ridicule que en fait ça devient limite satirique et humoristique. Et en fait cette famille un jour va donner naissance au dernier enfant, Alan. En fait Alan il a la joie de vivre. Ah oui, ça fait très famille Adams du coup. Il a la joie de vivre, il est tout le temps en train de sourire, il est heureux. Premier chapitre, on le voit et il y a quelqu'un qui dit mais votre fils il est en train de sourire là. Et le père de famille qui est là, non mon fils ne sourit pas, c'est faux, regardez si on lui prend les lèvres et qu'on les met vers le bas, il fait la gueule. Ah ouais. Voilà, ce style d'ambiance. Et donc petit à petit cette famille va être un petit peu, pas contaminée mais confrontée avec la joie de vivre du petit. Eh bien ça va beaucoup évoluer, beaucoup perturber la dynamique de toute la famille. Le début était très drôle, vraiment j'ai pas arrêté de rigoler. Faut vraiment tout prendre par contre second degré et vraiment se mettre dans une ambiance vraiment famille Adams dans l'idée. L'histoire va être glauque, mais tellement glauque que ça va en devenir ridicule. Donc c'est vrai que si vous êtes un peu sensible là-dessus et si vous avez un peu de mal à prendre ce recul, je vous le conseille pas. Par contre, si vous adorez cette ambiance un petit peu glauque mais drôle et ridicule, ça pourra vous plaire. J'ai beaucoup aimé ma lecture, jusqu'à les 2/3, les 3/4 du bouquin. J'ai adoré voir l'évolution des personnages. On voit que c'est une plume qui est un peu datée dans certaines caractéristiques. On voit que le livre il a une bonne quinzaine d'années, voire plus. Ça se ressent, mais si c'est pas un problème pour vous, je pense que vous pouvez y aller sans trop de problèmes. La seule chose c'est que pour moi, la fin de l'histoire est décevante. La fin de l'histoire m'a fortement déplu et ça a un peu ruiné mon expérience de lecture en fait. La structure du livre fait que on a quelques chapitres qui va se consacrer à l'évolution de chacun des personnages successivement et la dernière évolution qu'on voit ne m'a pas convaincue, ne m'a pas satisfaite, la conclusion de l'histoire non plus. Et je trouve ça dommage parce que autant les premiers personnages voir leur évolution, je trouvais ça logique, je trouvais ça cohérent, je trouvais que ça se faisait plutôt bien. Et là, le dernier personnage et la conclusion, j'ai été mais déçue et ça a complètement ruiné mon expérience de lecture, c'est-à-dire qu'au moment où je me suis dit bah je me pose quelle note je lui mets, ça a détruit la note que je voulais lui mettre. Parce que vraiment, je trouvais que la fin n'était pas du tout cohérente avec tout le reste de l'histoire. Que du coup, ça cassait un petit peu la morale qui était véhiculée tout au long de l'histoire. Et c'est vraiment dommage. Mais sinon, ça a été une lecture très agréable, très rapide. C'est une petite centaine de pages, donc pas trop de prise de tête. Attention par contre, parce qu'effectivement, comme ça parle de suicide, il y a quand même un petit peu des trigger warnings qui sont là. Il y a des petites choses qui sont mentionnées ou si on est un peu sensible à ce genre de sujet, c'est à éviter, donc c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. Rien qu'avec le titre et le fait que ce soit satirique. Voilà. Mais par contre, si ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez le lire sans souci. Je serais curieuse d'avoir votre avis d'ailleurs sur la fin de l'histoire, parce qu'on est plusieurs à l'avoir lu, on l'avait lu en lecture commune pendant le challenge, et on est nombreux à avoir eu ce ressenti, même si les avis étaient très divergents sur l'œuvre dans sa globalité. Faut pas oublier aussi que c'est un livre qui est un peu ancien, qui a au moins 15 ans, peut-être même plus. T'es pas les mêmes problématiques à l'époque aussi. Pas les mêmes codes. Exactement. Voilà, donc ça a été le premier que j'ai lu dans le cadre du challenge de lecture. Bah, moi, tu vois, j'ai l'inverse. Avec 21 lames de Pierre Guimbert, tout le long de l'histoire, j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fais là? Et la fin a tout rattrapé. Tout l'inverse de toi. Ah bah oui. Dans 21 lames, on va suivre plusieurs personnages qui vont en fait se faire attaquer. On a Gabrielle, une étudiante. Comment elle s'appelle les deux autres pions là? Il y a Juliane et... Comment elle s'appelle? Je viens de voir le mot cocufier. Ah yes. Dans 21 lames, on va suivre Gabrielle, Juliane
Julian, et un troisième perso que j'ai détesté, donc je tairai son nom, parce qu'en plus je m'en souviens pas. Non mais vraiment, pour moi c'est l'équivalent du cousin dans Narnia, tu vois. Vraiment, j'avais cette image du cousin de Narnia avec ce perso, donc on s'en fout de son prénom. Donc on suit Gabrielle, à la sortie d'un stand de lancer de hache, elle se fait attaquer, et elle voit un mec mourir devant ses yeux, parce que son van a été coupé en deux. Donc on sait pas trop dans quoi on débarque. Hein. Bonne ambiance. Ouais voilà, c'est le premier chapitre. Hein. 2 personnes qui viennent la sauver et qui l'embarquent. Ok. Vraiment, on est à ce moment de l'histoire, juste obligé de dire ok. Ensuite on suit Julian, qui lui est un joueur de poker, et quand il perd, non, même quand il gagne en vérité, il va souvent coucher avec la femme de la personne qui l'a plumé. Voilà. Une bonne personne. On aime ce genre de gens. Il essaie de s'enfuir du lit de sa maîtresse, il croise un biker sur un parking, et il se fait attaquer par une espèce de forme chelou avec des tentacules, et le biker l'aide du coup, et il l'embarque. Ça c'est le 2e chapitre. Ok. 3e chapitre, on suit le mec sans nom, le mec insupportable, il est auto-entrepreneur, j'ai détesté. Il est auto-entrepreneur, il organise une soirée sur un rooftop pour fêter son succès et pour essayer de récupérer un maximum d'argent à des investisseurs qu'il a invités. Ok, je vois pourquoi tu l'aimes pas. Non, vraiment. Même là, je me suis dit, bon, c'est pas le genre d'archétype que j'apprécie, mais ok. Ouais, mais ça donne un indice. Ça correspondait avec le profil, écoute, c'était bien écrit, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Okay. Peut-être un peu trop bien écrit du coup. Et bah, lui aussi se fait attaquer en pleine fête, et il y a une nana avec des béquilles qui vient pour le sauver. Donc déjà... Ok. Il est plein de jugements, mais qu'est-ce qu'elle va faire la vieille? De toute façon les gens ils sont là, ils vont me servir de bouclier, parce que moi c'est quand même important que je vive. J'avais envie de le baffer, voilà, c'est tout. Non mais je comprends de plus en plus pourquoi t'avais envie de le claquer. Hein? Voilà. Oui. Donc il crache sur tout le monde, de toute façon je vais sacrifier la vieille parce que moi c'est normal que je survive. Alors toi je vais pas t'aimer en fait. C'est une bonne personne. Ah, je te déteste. Je comprends pas pourquoi, hein. Vraiment, hein. Non, vraiment. Vraiment, j'avais cette image du cousin dans Narnia, mais tout le long, parce qu'il est comme ça tout le temps. Il estime que lui mérite mieux. Il a cette espèce de slogan qui sort tout le temps, il faut toujours s'adapter, suivre pour pouvoir après écraser les autres en gros. Et déjà c'est le genre de comportement que j'aime pas, donc en livre encore plus. Et là c'était vraiment tous pour moi et tous pour moi quoi. Ok. Il voit des choses qui viennent vers lui l'attaquer. Non mais de toute façon, lui c'est personne dans la société, il va me servir de bouclier. Oui vas-y, allez l'attaquer, pendant que moi je suis en train de fuir. Enfin, non, toi je t'aime pas. Donc voilà, déjà le point de vue n'est pas souvent sur lui, et encore heureux, mais du coup tout le long de l'histoire, j'avais Gabrielle, je sais pas ce qu'elle fout là, Julian, je sais pas ce qu'il fout là, les infos sont données au compte-gouttes. Qu'est-ce qu'on fout là? Je suis à la moitié du bouquin, qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas, qu'est-ce que je fais là? Vraiment, on comprenait rien, ils se font sauver par des gens qui donnent aucune info, on apprend que y a un gars qui est décédé et vous êtes là pour le remplacer mais on sait pas lequel. Ah. Quoi? Mais quoi? C'est quoi? 21 lames, le faucheur. Donc on suppose qu'il y a une histoire avec des cartes de tarot. Enfin, en tout cas moi tout de suite. En plus c'est une carte. Hein, oui. Ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose. Et il commence à en parler que très tard je trouve. Et on apprend juste que en fait celui qui représentait la carte du faucheur, la carte de la mort, est décédé, et que du coup son remplaçant est parmi ces 3 protagonistes. Ok, c'est pas pour ça qu'on a plus d'infos. Mais est-ce que il aurait pas mieux valu raccourcir l'introduction pour arriver directement à là en fait? Ouais, je pense. Et dommage. C'était très long, c'était très lent, mais la fin, bah je vais acheter la suite. Je peux pas faire plus de résumé que ça. La fin était très chouette, c'était des choses auxquelles je ne m'attendais pas, malgré que ce soit lent et qu'on voit le truc venir mais à 1000 km, parce que vraiment ils sont pas dégourdis les gars. J'ai quand même été étonnée de la fin, il y a un plot twist de malade j'ai envie de dire, c'est pas non plus révolutionnaire, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça, et du coup je suis très curieuse de la suite, parce que la fin il y a tellement de choses qui se passent que limite ça me fait un peu la même sensation qu'à la fin du premier tome d'une dystopie où tout le système éclate et va falloir tout refaire. Il y a un peu cette ambiance là, du coup ça m'intrigue et j'ai envie de lire la suite. Bon, c'est cool. C'est pas pour ça que je vais lui mettre 5 étoiles. Pour un premier tome c'est très long, surtout que ça se passe de nos jours, c'est dans un univers j'ai envie de dire contemporain, c'est du fantastique, donc normalement le lore on le connaît à peu près tu vois, mais le côté fantastique est beaucoup trop long à venir et à expliquer. Et même là on n'a pas
toutes les explications. Ouais. Parce que miaou, Exactement. il sort le mois prochain en plus. Mais je le lirai pas tout de suite. Non, je pense que c'est le genre de bouquin, faut que tu t'y mettes quand tu sais que t'as la bande passante pour. C'est pas le cas. Non. En ce moment. Moi, c'est pareil, en ce moment, la bande passante, c'est compliqué, du coup, j'ai voulu me lancer dans une relecture et j'ai relu Zouk de Pierre Bottero. Je vous en ai déjà parlé, un nombre relativement incalculable. On va suivre Anouk, qui est une lycéenne de 18 ans. Elle fait de la danse classique, elle rêve d'en faire son métier et en fait, un jour, son rêve va s'écrouler parce que le maître de sa prof de danse, qui est un peu son idole, va dire à sa prof de danse ouais, elle danse bien la petite Anouk, elle a l'air vraiment heureuse, mais bon, être heureux de danser, ça fait pas tout. Si elle avait quelques kilos en moins, ce serait quand même mieux. Et ça va ruiner ses espoirs, ça va ruiner tout son mental et petit à petit, elle va s'enfoncer dans l'anorexie. Et on va suivre son parcours là-dedans. Comme d'habitude, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. J'ai adoré le relire, j'ai adoré me replonger dedans. Même si c'est un récit qui est quand même assez dur, je trouve que c'est un récit qui est assez intéressant et formateur et je pense que c'est un livre qui gagnerait à être connu des jeunes adolescents qui commencent à avoir des problèmes sur leur corps, à ne plus trop se reconnaître dans leur corps et dans leur identité physique. Je pense que c'est un livre qui est assez intéressant là-dessus. Il aborde la question de l'anorexie, il aborde la question de la dépression. On va suivre donc Anouk qui s'enfonce dans cette anorexie et en parallèle sa meilleure amie s'éloigne de plus en plus d'elle parce qu'elle a trouvé quelqu'un. On suit un peu ces deux histoires du point de vue d'Anouk, c'est très touchant, c'est très beau, mis à part dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et que j'adore Zouk et que Pierre Bottero, je trouve, arrive mais tellement bien à se mettre dans la peau d'une adolescente de 18 ans dans ce livre, vraiment c'est tellement bien écrit que j'y crois à 100%. Je me suis très fort identifiée à Anouk. Pour moi, ça restera toujours un de mes coups de cœur et je suis très heureuse de l'avoir relu et je peux pas dire autre chose d'autre que ça. Il est trop bien. C'est une très vieille édition, ça par contre vous le trouverez plus avec cette couverture là, je crois que maintenant la couverture est rose avec des chaussons de danse dessus. Mais miaou, exactement. Ça se voit que c'est une vieille édition, c'est mal collé. Oui, c'est mal collé là, puis les pages sont jaunes. Avec ça aussi, on voit que c'est une vieille édition. Ouais, il est dédicace quoi. Avec la date de la dédicace. Donc vous voyez que c'est une vieille édition quoi. Il a quasiment 20 ans. Ah, quand même. Du coup, j'avais 12 ans Oui. quand je l'ai lu la première fois. Bébé, elle se roule, elle fait la mignonne. Voilà, donc petit moment nostalgie sur la lecture. Moi du coup je me suis lancée dans des mangas, mais des suites de mangas. Donc j'ai continué Toilet Bound Hanakokun, mais bon, j'en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois. Par contre j'ai continué Kaiju Girl Caramelizer. Bah c'est toujours aussi rigolo, moi j'aime bien. Ça va être compliqué de se trouver un petit copain quand on se transforme en kaiju dès qu'il nous touche la main. Mais là les ennuis commencent à arriver, donc ça va être sympathique. Je vais continuer. Mais j'ai une très bonne anecdote sur ce livre. Du coup j'ai envie de lire la suite à cause de cette anecdote. Je suis allée en librairie et j'ai voulu montrer un livre de John Scalzi à un copain. Je lui ai montré Super méchant débutant. Je lui ai dit regarde, c'est très très drôle, moi j'ai passé mon temps à rigoler. Et la vendeuse derrière moi m'a dit il y a un autre livre de cet auteur qui est encore plus drôle, c'est La Société protectrice des kaijus. Il faut savoir que je l'ai dans ma palle depuis longtemps. Donc je me retourne et je lui dis que en effet, je ne l'ai pas lu mais je l'ai, que j'avais prévu de le lire. D'ailleurs je l'ai sorti de ma palle à cause d'elle d'ailleurs. Voilà. On a commencé à parler kaiju, elle a commencé à me parler de films, je lui ai dit que je n'aimais pas spécialement les films, mais elle me disait qu'elle cherchait tous les trucs possibles sur les kaiju, parce qu'avec des copains, ils sont très très fans. Et donc je lui ai parlé de Kaiju Girl Caramelizer. Elle a commencé à regarder, elle m'a dit « Oh, mais c'est ridicule, mais j'adore !» Donc on a parlé de ça pendant 5-10 minutes, on a bien rigolé. Et après je lui ai parlé d'un jeu vidéo. Donc en fait, la vendeuse, je lui ai vendu plus de trucs qu'elle ne m'en a vendu. Non, mais des fois ça arrive, hein. Je lui ai parlé d'un jeu de date entre kaiju. Écoute, elle a trouvé ça fun, il était en promo, voilà, à 3,50. Et j'espère qu'elle aura passé un bon moment. Oh, j'en doute pas trop. En tout cas, moi, elle m'a refait ma journée. C'était très fun. Et oui, c'est un peu ridicule, c'est moi qui lui ai vendu plus de choses. Ouais, ça arrive. Souvent. Bah avec toi, oui. Non mais elle a un super pouvoir Mélo, cherchez pas. Hein. Du coup, j'ai sorti La Société protectrice des kaijus et je me tape des barres. J'ai quasiment fini, il me reste pas grand chose. Et c'est très très rigolo, ça se passe pendant le Covid. Rien que ça, je me suis mise dedans très très vite du coup. Oui, on s'identifie facilement. Oui. Le personnage principal est un étudiant, mais en fait il a arrêté ses études. Il
voulait faire un mémoire sur de la science-fiction en l'occurrence. Je sais plus c'était quoi le thème, mais il est très très fan de science-fiction. Et il travaillait pour une société type Deliveroo, Uber Eats et compagnie de livraison. Et il avait un entretien avec son patron, il lui dit « J'ai énormément d'idées, tu as entendu parler du Covid ? Je pense qu'on va être confinés. » Et en fait, il a anticipé tout ça et il a développé toute une stratégie pour être le numéro 1 pendant les confinements, pour être présent. Il a vu l'opportunité, il a tout développé. Et son patron lui dit « Mais c'est des super idées, tu sais quoi ? Je pense que du coup, ta place pour vraiment mettre en place tout ça et être vraiment un acteur actif de tout ça, c'est d'être livreur. » Donc il s'est fait tège, il s'est fait virer complètement. Et son patron lui dit « T'inquiète, on a déjà ouvert ton compte en tant que livreur, tu vas pouvoir démarrer dès demain. » Non, il l'envoie se faire foutre et il lui dit que jamais de la vie. Et il rentre chez lui et un de ses colocs s'est barré et les deux autres n'ont plus de thunes, ils se sont fait virer parce que Covid. Ils sont acteurs je crois de théâtre. Donc compliqué, ils se retrouvent sans boulot, sans vraiment d'avenir, juste avant les confinements, sans argent et sans aucun coloc. Donc il dit à ses colocs, je m'occupe de tout, je vais trouver de l'argent, je vais trouver comment faire pour qu'on continue de vivre tous ensemble. Donc il finit livreur. Ah oui. Et rien que ce démarrage, parce que c'est vraiment le tout début, rien que ce démarrage, j'ai trouvé ça rigolo. Parce que c'est bien écrit, c'est écrit de manière très fraîche. Mais le pauvre... Bah oui. Mais le pauvre, j'avais trop de compassion pour lui. Oui. Il s'est fait voler ses idées et en plus, on le met à l'état de larbin. C'est ça. Funds. C'est exactement ça. Et du coup, il fait des livraisons et lors d'une de ces livraisons, il tombe sur un vieux camarade de classe. Et en fait, comme il y a eu un jeu de mots qui a été mis en place sur le mot de livreur, ils appellent pas ça des livreurs, mais des deliverators. C'est un mot qui avait déjà été utilisé en science-fiction, donc son ancien collègue de classe lui dit ah mais ça vient de telle œuvre. Et en fait, il y a une petite discussion qui se crée. Et comme le gars commande tout le temps, régulièrement il retourne sur ce pote. Et ça papote de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas, machin. Et un jour, il lui dit, son pote en l'occurrence, lui dit c'est la dernière fois que je commande, on se reverra pas parce que je pars en mission pour 6 mois. Et il dit moi non plus tu me reverras pas parce que la société a été rachetée par un plus gros. Donc mon patron a utilisé toutes mes idées et est devenu milliardaire. Et du coup là ils ont décidé de supprimer tous les postes de livreurs qui n'ont pas au moins 4 étoiles et plus et je suis à 3,98. Ah dommage. Voilà, donc moi aussi c'est la dernière fois de toute façon. Et là le mec en face lui dit ah tu cherches du boulot? Parce que moi je cherche quelqu'un pour porter des trucs. Par contre c'est loin, c'est bien payé et il faut juste porter des trucs. T'as pas de... Il dit non pas de problème, ok, vendu. Bien payé, bien payé. Et il a vu que l'appartement en l'occurrence du gars était très beau, très fancy, donc il n'en doute pas. Il va à un entretien d'embauche et on lui dit que c'est pour porter des trucs pour une société protectrice de gros animaux. Quand on voit le titre, les kaijus, pour ceux qui ne savent pas, c'est des énormes créatures qu'on a vues souvent dans des films japonais qui détruisent des villes, genre Godzilla. Donc quand il parle de gros animaux et qu'on sait déjà ce que c'est, nous, en tant que lecteurs, c'est fort drôle. Oui, en effet. Vous imaginez quoi quand on vous parle de grosses créatures? Oh, je sais pas, des rhinocéros, des girafes, des éléphants... peut-être des baleines, mais il m'a dit qu'il allait en mission sur le terrain, donc j'imagine que c'est pas forcément en mer. Ah si, ça peut arriver, mais faut imaginer encore plus gros. Ok. Et donc après, il y a énormément de choses qui se passent et c'est toujours avec beaucoup d'humour, sans être satirique ou ridicule, mais vraiment il y a des jeux de mots partout et malgré que ce soit une traduction, mais c'est incroyable. Il y a des jeux de mots, c'est pépite. La traduction est quali. Ah ouais, parce qu'il a adapté les blagues et vraiment ça coule tout seul quoi. Même à un moment je me suis demandé si c'était pas écrit en français en fait. Non, pas du tout, c'est une trad, mais traducteur incroyable. Ça va être compliqué d'en parler de celui-là. Après Zouk, j'ai sorti Ici et Salon Ici de Christelle Dabos. Quand je dis que c'est compliqué d'en parler, c'est que c'est du fantastique, mais c'est du vrai fantastique. C'est-à-dire que c'est pas de la fantaisie. Ça se passe dans un univers réel, avec des gens réels, des situations quotidiennes, et il y a des espèces d'événements, on va dire un peu, qui ont l'air paranormaux, mais on sait pas si c'est vraiment du paranormal, on sait pas si c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête des protagonistes. C'est un peu particulier. On est dans un collège, et on va suivre plusieurs personnes à plusieurs niveaux de classe du collège. On a une petite qui vient de rentrer en 6e, sa grande sœur est en 3e, on suit quelqu'un qui est en 4e, il y en a une qui vient de passer en 5e, etc. Et en fait, dans ce collège, il y a un truc un peu bizarre, c'est que l'horloge, elle est cassée à 14h36, je crois. Et en fait,
tous les jeudis à 14h36, il y a un truc bizarre qui se passe. Il y a une espèce de liquide blanchâtre qui s'écoule de toute la tuyauterie du collège. Petit à petit, chacun des personnages va être confronté au passage de la jeunesse, l'école primaire, à l'adolescence, l'âge adulte. C'est très étrange. Je sais pas trop comment en parler sans trop spoiler en fait, parce que vraiment très vite, il y a des personnages qui vont s'effacer en termes de personnalité et qui vont s'effacer, vraiment. Miam miam miam. Tu n'arrêtes pas depuis tout à l'heure. C'est terrible. Ouais, tu viens. Je m'arrête. C'est un livre qu'il est assez compliqué de lire en tant que texte, mais très facile à interpréter. Vous allez très vite comprendre où l'autrice veut vous emmener, quels sont les messages qu'elle veut porter, mais en même temps, la lecture du texte est pas facile, c'est pas du tout adapté pour les plus jeunes. Clairement, je pense que je le conseillerais pas avant 16 ans, parce que c'est trop complexe, il y a trop de sous-texte et tout le message est porté par le sous-texte dedans. Donc trop jeune, on passe à côté de l'histoire. Et vraiment, ça a été une lecture assez étrange, mais comme beaucoup de choses en fantastique, c'est vrai que moi quand je lis du fantastique, et ce que j'appelle du vrai fantastique, du fantastique traditionnel, où c'est un univers réel, c'est des événements bizarres, mais on ne sait pas si c'est du mystique, de la magie, de la sorcellerie, ou si c'est juste les personnages qui sont en train de s'inventer des films et de perdre un peu la tête. Je trouve que ça laisse toujours un goût un peu d'horrifique, un goût un peu d'horreur. Je trouve qu'il est assez bien fait dedans. Donc c'est très compliqué d'en parler de manière très précise, ça se voit de toute manière, c'est un ovni. Mais par contre, Christelle Dabos arrive à poser l'univers avec une justesse et arrive à décrire les émotions et les sentiments des personnages, même en n'utilisant pas forcément les mots adéquats, et on arrive à le ressentir quand même. Je trouve que là-dessus, elle est très très forte, donc vraiment pour moi, c'est une masterclass dans tout ce qui va être littérature de fantastique française. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de fantastique, et je reste avec ce sentiment un peu étrange, donc je peux pas dire que j'ai aimé ma lecture, mais en même temps c'était tellement juste que j'ai pas détesté ma lecture et j'ai quand même apprécié de le lire. C'est un sentiment qui est très étrange, très particulier. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi j'ai souvent ce ressenti-là avec le fantastique. Très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire, et en plus il coche plein de cases sur le challenge lecture, et ça c'est cool, ça fait du point. Mon objectif perso c'est de faire au moins un quart des points de Mélo sur le challenge. Là actuellement tu en fais plus que moi. Oui. J'ai fait 10 points. Oui. Ensuite je me suis lancée dans un webtoon imprimé, un webtoon publié. C'est Le Roi des Bugs. Pour une fois je l'avais pas lu avant. Oui. Il m'a attiré à la librairie parce que j'ai juste vu Le Roi des Bugs, je trouvais ça rigolo. Et le résumé, c'est un développeur dans une boîte de jeux vidéo un peu minable. Il a pas le choix parce que il a des dettes, comme tous les jeunes qui sortent de l'école. Et en fait il travaille pour un MMO qui a plein de bugs. Et il est tout seul à devoir débugger avant la sortie officielle. Il y a vraiment beaucoup de bugs. Donc sa solution c'est d'en faire des easter eggs. Des petits trucs, des petits événements cachés, des petits bonus, des petites choses, à moins de tomber dessus ou de le deviner, on peut pas le déclencher. Ça va être des trucs à la con, par exemple, c'est pas prévu qu'il se passe quoi que ce soit quand l'affinité avec un PNJ descende en dessous d'un seuil, sauf que ça crée des bugs. Donc dévie le bug pour que ça apparaisse pas comme des bugs, comme ça lui laisse le temps de débugger. En gros. Sauf que comme après tous les bouquins en ce moment, comme les webtoons en ce moment, le monde change et ils se retrouvent tous propulsés dans le jeu. Et du coup il va beaucoup jouer avec tous ces petits bugs qu'il connaît et qu'il a modifiés. Donc il va se retrouver assez vite, assez bourrin, assez surpuissant, mais sauf que les gens dans des situations extrêmes ont des réactions extrêmes. Les travers humains, ça me fait beaucoup penser au lecteur omniscient, mais c'est un peu plus fun, ça se prend un peu moins au sérieux. Du coup j'aime beaucoup quand même si ça ressemble. C'est juste drôle, et quand on est dev, il y a plein de références, il y a des petits bouts de code de ci de là, on arrive à les lire et à savoir ce que ça fait. C'est rien, ça gêne pas la lecture si vous les connaissez pas, mais ça fait des petits clins d'œil sympas quand on est du métier, et j'ai trouvé ça fun. C'est cool. Ouais, c'est très cool. Comme j'ai pas trop de bande passante en ce moment, c'est pas mal. Ouais, c'est ce dont t'as besoin. Ouais. Pour la suite du mois, comment dire, j'ai commencé un nouveau travail dans une librairie spécialisée manga. Donc, il y aura plus de mangas. J'ai lu beaucoup de mangas sur la suite du mois parce que maintenant c'est mon job. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai lu
lu les tomes 3 et 4 de Radiant. Je suis toujours en train de continuer, de me mettre à jour dessus. Tome 3 et 4 que j'avais déjà lu, donc c'est allé assez vite. À la fin du tome 4, vraiment, Seth a une très très grosse évolution. Il prend conscience de beaucoup de réalités dans son univers, donc je trouve que l'histoire vraiment à proprement parler commence à partir du tome 4. Tout ce qui s'est passé avant, c'est un peu comme une grosse introduction, on va dire, qui présente les différents personnages, les caractères, la dynamique du monde. Et les choses sérieuses commencent vraiment à partir du tome 4. J'ai très hâte de découvrir ce que Tony Valente nous a concocté dans les tomes suivants. J'ai très hâte de me mettre à jour parce qu'il y en a 19 maintenant des Radiantes. Donc voilà, j'ai beaucoup de retard. Ça a été une lecture comme pour le premier, j'ai beaucoup rigolé, c'était très fun, c'était frais. J'apprécie énormément Radiante et je suis très contente de me replonger dans cet univers. Voilà. Donc je vais pas m'étaler trop dessus parce que je vous l'ai déjà présenté le mois dernier, ou le mois d'avant avec les 2 premiers. Et c'est très cool, lisez Radiante, perso j'aime beaucoup. Et il y a une belle évolution. Toi aussi t'as lu pas mal de mangas ce mois-ci, non? Ouais, pas tant en vrai, hein. Tu Pas vois, tant. entre Kaiju Girl et Roi des Bugs, Ouais. j'en ai acheté beaucoup. Ah. Non, je suis toujours là-dessus, c'est fatigant. La bénédiction des cieux, c'est lent, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Il y a des détails et des descriptions d'univers et de culture incroyables. Ça va dans le détail en plus, donc ça nous permet de prendre conscience des tenants et des aboutissants. Ça nous permet d'interpréter ce que chacun des personnages dit ou fait de manière beaucoup plus approfondie. En plus, dans le glossaire, hyper détaillé si vous voulez encore plus d'explications sur les choses, sur les termes, sur le lore. Sauf que ça ralentit vachement l'action. Et là, je m'ennuie un peu. Il se passe des trucs hyper intéressants, les personnages sont hyper intéressants, les enquêtes qu'ils mènent, les choses qu'ils font, les propos qui sont tenus. Il y a énormément de choses qui me plaisent. Mais pitié, plus rapide quoi. Vraiment, ce serait un livre audio, je le passerais en x2. Ah ouais. Non, c'est très très lent. Donc j'ai décidé de faire une pause. Voilà, je suis à peu près à la moitié. Pour lire d'autres choses parce que tu satures. je sature complet. J'ai pas spécialement envie de me gaver non plus du truc. Et en plus, c'est écrit gros. C'est écrit très très gros, mais j'avance pas. Ouais. Il y a beaucoup d'ornements en plus sur les pages. Oui, il y a des illustrations. Je devrais pouvoir le lire rapidement. Voilà, 230 pages, il m'a fallu 3-4 semaines pour les lire. Ah quand même. C'est... voilà, faut s'accrocher quoi. Est-ce que le style est pas un peu lourd? Pas forcément, mais le moindre truc qu'ils font, il va y avoir des explications d'antécédents. Ok. Le personnage est très vieux et du coup, quand il se passe un truc, ah oui, mais en fait, à telle époque, le mec il avait fait ça, et puis il avait fait ça, et puis ses descendants, et puis machin. Même en fantasy, j'aime pas ça. Voilà. Ouais. Toi aussi, tu t'es lancé dans un pavé. Oui, mais je vais pas en parler ce mois-ci parce que je l'ai à peine entamé. Elle m'a convaincue, elle m'a dit regarde, les 7 maris d'Evelyn Hugo, il fait 100 points pour le challenge. Bon, je vais pas cracher sur 100 points en un bouquin, hein. J'ai pas convaincu qu'une seule personne peut le lire. Du coup, on le fait en lecture commune, il y a la moitié du Discord qui le fait en lecture commune, c'est très drôle. Déjà, quasiment toute ma team a dit ok, je crache pas sur 100 points, je le lis. C'est très drôle. J'espère pouvoir le lire parce que j'ai très envie de le lire, j'ai très envie. Mais en ce moment, comme on disait, la bande passante, il y a plus, l'énergie c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en ce moment, à 23h, je suis quasiment en train de dormir, hein, parce que je suis fatiguée du travail, quoi. Oui, mais changement de rythme, c'est normal. C'est ça. J'ai découvert Hell's Paradise de Yuji Kaku. J'ai plutôt bien aimé, mais j'ai pas été plus convaincue que ça. Le cadre est quand même assez sympathique. On suit comme personnage un shinobi, un peu samouraï missionnaire, qui prend régulièrement des missions d'assassinat. Il s'est fait arrêter et condamné à mort, mais aucune exécution ne marche sur lui. Il a été écartelé et en fait les cordes se sont brisées. Ça a pas marché. On a essayé de le décapiter, mais en fait la lame s'est brisée sur lui. Ça a pas marché. En fait, tout ce qui est mis en place pour essayer de l'exécuter ne fonctionne pas. Et un jour, il y a une femme qui vient, qui commence à passer un peu de temps avec lui, à discuter avec lui et tout. Et en fait, il s'avère que c'est une exécutrice d'une famille très réputée dans les exécutions. Et elle lui présente un projet. Donc, sous les ordres de l'empereur, on doit aller sur cette île pour retrouver l'élixir d'immortalité. Et le criminel qui arrivera à le retrouver aura une lettre
maître qui l'absout d'absolument tous ses crimes et qui lui rendra sa liberté. Et donc ils sont plusieurs criminels sélectionnés comme ça pour aller sur cette île. Le truc c'est que cette île qui a l'air d'être paradisiaque, vraiment quand on arrive là-bas on est émerveillé par la beauté du lieu, c'est sublime. Il y a plein de gens qui y ont été envoyés, ça n'en est jamais revenu, vivant ou en un seul morceau. D'accord. La seule personne qui est revenue a connu des mutations très particulières, voire un peu effrayantes. Et dans tout ça, ils vont devoir essayer de collaborer alors que l'un est un meurtrier sanguinaire intuable et l'autre est une exécutrice qui a besoin de faire ses preuves en tant qu'exécutrice parce que c'est une femme dans un monde où normalement les femmes ne sont pas exécutrices. C'est assez chouette. Je passais un bon moment, même si ça n'a pas non plus été la révélation. Si j'ai l'opportunité de lire la suite, je la lirai si j'ai le temps, mais j'en fais pas une priorité. Le contexte a l'air assez cool, assez sympa, et j'espère que dans la suite, les personnages vont avoir une belle évolution ensemble et qu'ils vont arriver à s'influencer mutuellement, parce que je pense que ça peut vraiment être ça la force de ce manga. C'est si les deux personnages arrivent à se remonter mutuellement et à prendre en puissance et en force individuellement mais grâce à l'aide de l'autre. Que elle prenne un peu plus confiance en elle et qu'elle ait plus conscience de sa place dans sa tribu d'exécutrice et que lui arrive à aspirer à une vie un peu plus paisible et à se dire que c'est ok qu'il ait une vie paisible et qu'il puisse retrouver un peu de paix avec lui-même et avec les actes qu'il a commis par le passé. Je pense que ça peut être la force du truc, je ne sais pas si c'est ce qui se passe ou pas, peut-être que je me pencherai dessus à l'avenir. Toi t'as lu autre chose ce mois-ci? Absolu, tome 1. J'aime beaucoup, c'est de la dystopie, mais de la dystopie comme j'en lisais quand j'étais ado, donc ça me plaît. On va suivre plusieurs personnages, en plus il y a vraiment beaucoup de points de vue différents. Ils sont dans une structure, j'ai envie de dire, où tout le monde est connecté, où on sent les émotions de tout le monde, vraiment on n'est jamais seul. C'est pas dans le sens oppressant, juste c'est un grand partage de tout le monde. Et chaque année on envoie je crois 100 personnes de l'autre côté du mur pour aller tuer le monstre, la bête, parce que on ne peut pas sortir de la ville tant que la bête existe. Et sauf que chaque année ils envoient des gens et chaque année il y a personne qui revient. Personne n'arrive à tuer la bête et là je crois que c'est la 20e ou 19e année où ils envoient des gens et on va suivre Prime qui lui aspirait à devenir prof. On va suivre Johanna qui elle aspirait à devenir chercheuse et plein d'autres personnes comme ça qui avaient déjà l'intention de faire plein de choses de leur vie, sauf que c'est présenté comme étant un honneur d'aller de l'autre côté du mur. Et quand c'est le cas, on se dit moins que c'est un honneur. J'ai bien aimé parce qu'il y a énormément de choses qui s'y passent. Vraiment, il n'y a pas un moment de temps mort. Les relations entre les personnages sont plutôt développées. Le fait de se retrouver coupé des gens alors qu'on a toujours vécu en symbiose avec tout le monde, plutôt bien décrit, même si c'est, on va dire, abandonné assez vite. Et donc du coup, je commence à me demander fortement à quoi ça servait de faire un truc comme ça, mais bon, on verra dans la suite. Et tous ces personnages qui ont des personnalités complètement différentes se retrouvent dans un univers complètement nouveau. C'est Varsovie, après une espèce de peut-être bombe nucléaire, je sais plus trop. C'est un peu désertique, mais en même temps il y a du monde et en même temps on connaît pas les codes de cette espèce de nouveau monde. La chose, on sait pas ce que c'est. Leur objectif c'est tout de suite, on va aller la tuer comme ça on re-rentre chez nous quoi. Sauf que ça passe pas du tout comme ça. Il y a un peu de l'autre côté du mur une ambiance zombie je dirais. C'est pas réellement des zombies, mais il y a un peu cette ambiance de clan, de camp pour essayer de rester en vie. Donc j'étais assez mitigée sur le début parce que je trouvais que ça reprenait plein de codes mais pas ceux de la dystopie. Ça semblait vraiment plus à du post-apo ou du zombie, mais très vite il y a des mutations qui se font, des pouvoirs qui se dévoilent et je trouvais ça vachement chouette. Il y a des moments un peu traumatisants et un peu choquants aussi, mais c'était tout à fait logique dans ce qui se passait et je savais pas trop si j'allais continuer ou pas, si j'avais envie de continuer, en tout cas comme tu dis de mettre au-dessus de la pile quoi. Et avec la fin je suis vachement curieuse parce que c'est vrai que autant le tout début ça fait très dystopie, la toute fin aussi fait très dystopie, qui est au milieu, c'est vrai que ça y ressemble pas trop. Ça m'a un peu perturbée, mais c'est pas pour ça que j'ai pas apprécié. Ça me fait penser que moi aussi j'ai lu un livre audio, j'avais complètement zappé, j'allais l'oublier, et en livre audio, je me suis écoutée
Ouais, j'ai encore claqué. En livre audio, j'ai écouté Affronter la nuit de Marie Replin. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début parce que, comme on n'arrête pas de le répéter, la capacité de concentration en ce moment, la bande passante, elle est un peu limitée. Et du coup, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois avant d'arriver à bien rentrer dedans et bien comprendre tout l'univers. Mais une fois que je suis rentrée dedans, j'ai plutôt apprécié. J'ai quand même un petit reproche à lui faire, c'est que je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de l'autrice, mais j'ai beaucoup trop ressenti des similitudes avec Force Wing. Et du coup, surtout au début, jusqu'à la première moitié du livre en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de comparer. Parce que en termes de dynamique des personnages, il y a des choses qui sont très similaires. En termes de relations entre les personnages, il y a des choses qui sont pareilles, très similaires. En termes de position des personnages vis-à-vis les uns des autres, l'environnement, etc. C'est très similaire, donc j'ai pas pu m'en empêcher de comparer, mais par contre, une fois passé la moitié, j'ai réussi à découvrir les spécificités de ce livre-là, et avec la fin, je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. Pour vous faire un petit résumé rapide, Affronter la nuit, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Liv, Olivia de son prénom, qui est orpheline, et en fait elle vit dans un monde où la nuit dure 1 an, le jour dure 1 an, et en fait toute la société est organisée comme ça. On appelle le grand jour et la grande nuit. Et en fait pendant la grande nuit, c'est là que les dragons se réveillent et commencent à ravager tout sur leur passage et à attaquer les différentes villes de son univers. Et pour éviter donc de se faire boulotter par les dragons, il y a des élus d'Oria, la grande déesse du jour, qui sont choisis pour apprendre à se battre contre les dragons, et c'est pareil, encore une fois, c'est un honneur d'être choisi par Oria pour devenir son fer de lance et arriver à aller combattre ces créatures et à protéger ce pays incroyable. Sauf que Liv, toute sa famille adoptive compte sur elle parce que c'est l'aînée, c'est la plus grande, que leur père adoptif, il commence à se faire vieux. Elle a besoin de rester dans la ville pour s'occuper de sa famille, sauf que malheureusement, elle est choisie par la déesse. Et elle va devoir aller dans cette académie qui va lui apprendre à combattre les dragons pour protéger son foyer, sauf que petit à petit, elle va voir qu'il y a des trucs qui vont pas dans cette académie, qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes, qu'il y a des choses qui sont pas normales, et elle va petit à petit remettre en question pas mal de préceptes qui sont inculqués et qui sont censés être absolus dans cet univers. Déjà dès le début, on sait que c'est une personne qui est un peu sceptique, mais là elle va aller encore plus loin dans la remise en question, et elle va devoir apprendre à trouver son pouvoir spécial que la déesse lui a conféré. Vous voyez là déjà dans le résumé, il y a beaucoup de similitudes avec Force Wing. Mais plus ça avance et plus je vais dire, si vous voulez avoir une idée globale de l'ambiance et de la vibe du livre, vous pouvez prendre Force Wing, vous pouvez prendre les films Dragon de DreamWorks, vous mixez ça ensemble et vous avez l'ambiance et la dynamique de Affronter la nuit. Je trouve que c'est un peu dommage parce que comme ça sort très proche de Force Wing et que Force Wing a vraiment marqué ces derniers mois, on peut pas s'en empêcher que de comparer. Mais en même temps, il y a des petites spécificités qui se mettent en place petit à petit, et pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Par contre la fin vraiment m'a laissé un goût de ok, j'en peux plus maintenant. Maintenant le statu quo il a bougé, il est plus ce qu'il était au début du livre, je veux savoir ce qui se passe, je veux la suite, je veux voir comment ils vont arriver à gérer tout ça. C'est très chouette, j'ai très hâte de la sortie, et j'ai vu que Marie Replin était en dédicace au Festival du Livre de Paris. Je vais vérifier les jours et les heures parce que du coup je l'ai écouté en livre audio, mais je pense que je vais l'acheter en fait. Ça finit souvent comme ça. Ouais. Je pense que aussi le fait que j'ai eu du mal à me focus dessus, c'était parce que livre audio, ça faisait longtemps que j'en avais pas écouté, et je me dis peut-être qu'en lecture papier, j'aurais eu plus de facilité à m'imprégner de l'univers et à rentrer dedans. J'aimerais bien le relire en papier cette fois-ci. C'était cool. Et il cochait quelques cases aussi pour le challenge, et ça c'était cool. Ça a fait un petit peu des points. Est-ce que toi t'as d'autres lectures? T'as pas d'autres lectures? Nope. Bon, voilà, moi il m'en reste. Pour une fois. Ça arrive. Ouais, voilà, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Les 2 derniers que j'ai lus, je me suis intéressée à Dan Dadan. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Dan Dadan parce que c'est un très gros succès que je ne connaissais pas du tout, et vu que maintenant je travaille en librairie manga, c'est mieux. Voilà, quand les jeunes
ils viennent me parler de Dan Dadan, c'est mieux que je connaisse de quoi qui parle. Au moins le premier tome. Voilà. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le premier tome. C'est très loufoque, c'est très décalé. On suit Momo, je crois qu'elle s'appelle. On suit une jeune fille. Elle a des espèces de pouvoirs psychiques, mais elle ne le sait pas. Au début de l'histoire, elle ne croit pas du tout aux ovnis, elle ne croit pas du tout aux aliens, mais elle croit aux fantômes parce que sa grand-mère est médium et elle a été élevée par sa grand-mère. Et un jour, elle va voir un jeune dans son lycée se faire harceler parce que lui, au contraire, est très fan d'ovnis et d'aliens et elle supporte pas le fait qu'il se fasse bully. Donc elle va le voir, elle commence à discuter avec lui. Et lui est très fan d'ovnis, d'aliens, etc. Et il croit très fort, mais il ne croit pas aux fantômes et aux esprits. Donc ils vont se lancer un petit défi. Lui va devoir aller dans un endroit qui est normalement hanté par un esprit et elle va devoir se rendre dans un endroit qui est normalement occupé par des aliens. Ils sont tous les deux très sceptiques, sauf que en fait ils ont raison tous les deux. Tu vois le côté loufoque rien que dans le résumé. Voilà. Le problème c'est que lui va se faire posséder par l'esprit en question, donc l'esprit de Mémé Turbo, qui est une vieille lubrique, très fort lubrique, et qui, comme son nom l'indique, va très vite, super fast, à 100 km/h minimum, et il n'a aucun contrôle sur elle. Et Momo, par contre, elle se fait kidnapper par des aliens. Ils veulent trouver un moyen de se reproduire avec les humains et ils veulent du coup lui voler son utérus. Voilà. Si ça ne vous a pas convaincu que c'était loufoque, je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà, c'est extrêmement loufoque. Le niveau de langage est très familier. Et j'ai bien aimé, je trouve ça très drôle. C'est une série qui est quand même assez longue parce qu'il y a 16 tomes à l'heure actuelle. Ça nous apprend aussi pas mal de petites choses sur les yokai. Donc c'est assez intéressant sur les yokai, les esprits. Je trouve ça plutôt cool. Et en vrai, les personnages ont une relation qui est très mignonne parce qu'en fait, ils ont rien en commun et pourtant ils accrochent de suite l'un avec l'autre et on voit arriver le fait que voilà, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ça va les rapprocher de ouf et tout. Et je trouve ça très mignon, la façon dont c'est traité, la façon dont c'est amené, j'aime beaucoup. Il y a une dynamique qui est très sympa, c'est pas prise de tête, et pour le coup je pense que ça c'est un manga que je continuerai de lire. Franchement ça fait plaisir de retrouver un manga comme ça où j'accroche autant parce que c'est vrai que ces derniers temps, quand je lisais des mangas, soit c'était des trucs que je connaissais et je savais que j'avais accroché, soit c'était des trucs que je connaissais pas et où j'étais en mode ouais bof ok c'est sympa mais son. Le dernier manga que j'ai lu c'est Coloré Creare. C'est le même auteur qui a fait la série Aria. Si vous ne connaissez pas, c'est une série très douce, très onirique, très éthérée, on va dire. Et là, on est dans le même esprit, on est dans la même vibe. On va suivre une jeune femme, j'ai complètement oublié son nom, qui est affectée au gardiennage en tant que nounou à une petite enfant qui s'appelle Aka, qui a 3 ans. Et en fait, Aka, on comprend très vite qu'elle a un statut un peu particulier dans la société, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. C'est une petite fille qui est super vive, super dynamique, super souriante, vraiment, elle a la joie de vivre et le bonheur de vivre. Et on va suivre Aka qui va découvrir le monde grâce donc à sa nouvelle nourrice. C'est mignon, c'est frais, c'est léger, mais j'ai pas plus accroché que ça. C'est très onirique par contre, il y a beaucoup de métaphores dans cet univers-là et il faut vraiment l'imaginer comme une rêverie. Ouais, c'est très poétique, j'ai pas trop accroché. Je pense que c'est pas le style d'univers qui me parle et qui me plaît. Par contre, l'image est magnifique. Vraiment, les dessins sont sublimes, mais avec un nom pareil, pourquoi vous l'avez fait en noir et blanc les gars? Pourquoi vous l'avez fait en noir et blanc? Pourquoi vous avez pas fait un manga couleur? Parce que là, avec entre le dessin, le nom, l'univers, il y avait toutes les étoiles alignées, c'était le feu vert et le boulevard pour y aller là, pour la couleur. Et c'est pas en couleur. Alors les premières pages couleur dans le volume sont magnifiques, vraiment c'est sublime. Et je pense que vraiment l'histoire aurait gagné à être présentée en couleur parce qu'effectivement, on voit que ça manque la couleur. Parce que c'est un univers qui est très doux, très poétique et on s'attend à avoir des couleurs pastel partout, etc. Mais faire ressortir des nuances de pastel sur du noir et blanc, très compliqué. Donc je trouve ça dommage. Si c'est le genre d'univers que vous aimez, des choses un petit peu oniriques, voilà, très poétiques, etc. Pourquoi pas, c'est très mignon de découvrir le monde à travers les yeux d'Aka, de voir une petite fille de 3 ans s'émerveiller face à l'intégralité de l'univers, c'est chou. C'est pas trop ma cam, c'est pas trop mon style. Voilà, ça s'est lu très facilement et très rapidement aussi. C'est bien fait, du coup c'est ça. T'as quand même réussi à aller jusqu'au bout. C'est ça, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, mais
juste, je trouve ça dommage parce que le noir et blanc sur un bouquin comme ça, bah non, en fait la couleur ça aurait tellement plus mis en valeur l'histoire que de rester sur du noir et blanc. Et puis bah c'est déjà pas mal, hein. Pour une fois j'ai lu plus que Mélo aussi. J'ai fait plus de points que Mélo au challenge, je suis fière de moi. Après j'ai lu des nouvelles mais c'est pas spécialement intéressant. Donc, y a peu d'auteurs qui arrivent à faire des fins intéressantes sur des nouvelles. Et là la dernière que j'ai lue c'était une fin ouverte. Ah bah oui, en plus t'aimes pas ça. Je déteste ça. Il y a même pas une suggestion de si ça termine bien ou mal. Ok. On sait pas. Ouais. Donc c'est... Non. J'ai défoncé la nouvelle en termes de notes. Je vois pas d'intérêt d'en parler de toute façon parce que j'ai un peu de mal avec ce genre de lecture. Et c'était tout pour les points et le challenge donc pas vraiment d'intérêt d'en parler. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, pour quelqu'un en panne de lecture, t'as plutôt bien lu en vrai. Hein. J'ai pas mal de moitié de livres. Ouais. Ah, ça sera mieux le mois prochain. Ouais, on verra. Tranquille. Oui, faut que ça se relance, que je me repose. C'est ça. Voilà. C'est surtout ça, en vérité. Oui, et c'est pour ça qu'on a pris une petite décision. C'est ça. Comme on n'a pas arrêté de le dire, vous le savez, on est fatigué. On n'a plus de bande passante. Entre moi qui reprend le boulot, Mélo c'est pareil, il y a de plus en plus de choses qui se sont rajoutées. On a de moins en moins de temps pour faire tout ce qu'on veut et tout ce dont on a besoin pour faire le projet correctement. Faire le projet correctement et être en bonne santé, j'allais dire, surtout. Parce que même d'un point de vue fatigue, ça commence à s'accumuler, mine de rien. Et donc on a décidé avec Mélo qu'on allait mettre en pause la chaîne YouTube. Pas vraiment une pause. On va dire qu'on ne va plus se fixer de planning voilà. Sur les vidéos. On a décidé que, voilà, tant pis pour la régularité, on va faire les choses à notre rythme, en fonction de notre énergie disponible. Et donc on arrêtera de faire des vidéos tous les week-ends, tous les dimanches, parce que on n'a plus le temps de gérer ça. À l'époque où j'avais pas de boulot, je pouvais passer 2 jours dans ma semaine à consacrer au montage des vidéos YouTube, à faire des idées, des machins, des trucs comme ça. Moi j'avais moins de boulot aussi, donc quand je rentrais chez moi, je pouvais enchaîner direct. C'est ça. Et je me suis aussi lancée dans un programme de sport, de remise en forme. Je sais que certains l'ont remarqué, on me l'a dit. Et pareil, ça me prend énormément de temps et d'énergie, donc j'ai plus non plus la possibilité de passer une soirée de 4 heures sur du montage. Quand c'est drastiquement diminué, c'est compliqué. Voilà. Donc on n'a plus vraiment le temps de faire les choses aussi proprement qu'on aimerait. Donc on a décidé d'arrêter de s'imposer un rythme pour YouTube. Il y aura toujours des vidéos de temps en temps qui sortiront, mais plus aussi régulièrement que maintenant. En revanche, on a décidé de reprendre en main les réseaux sociaux et de recommencer à poster régulièrement sur Instagram et TikTok. Et si on fait des vidéos, eh bien il y aura effectivement des shorts également sur YouTube. Voilà. Donc on diminue la présence sur les grosses vidéos, on va dire chaque semaine, mais par contre les autres réseaux sociaux vont reprendre un petit peu vie au fur et à mesure. Donc si vous nous suiviez déjà, ça va pas changer grand chose pour vous. Si vous nous suivez pas sur les différents réseaux sociaux, eh bien n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que ce sera désormais là-bas qu'on fera un peu plus de contenu par rapport à YouTube. Ce sera un petit peu plus décontracté. Oui. Le montage sera beaucoup plus léger, parce que c'est ce qui nous prend le plus de temps en l'occurrence. Si jamais vous voyez des vidéos avec le casque en pleine rue en train de vous parler d'un bouquin, c'est parce qu'on avait envie d'en parler, mais qu'on n'a pas trouvé le temps de se poser pour le faire. Donc il y aura des vidéos un peu, j'ai envie de dire what the fuck, mais pas vraiment, faites un peu à l'arrache. Et en même temps, c'est parce que le but principal de la chaîne est de nos propos, c'est de vous partager des livres et on se dit que finalement le fait d'avoir un décor, le fait d'être posé, d'avoir la bonne lumière, c'est pas spécialement ce qui importe. Le but c'est de vous parler de livres, quelles que soient les conditions météorologiques. Oui. Bon, elle dit ça parce que tout à l'heure il y avait grand soleil et maintenant il y a des nuages, il va pleuvoir. Donc c'est ça. Tout à l'heure il y avait tellement de lumière, j'étais aussi blanche que le mur et c'est plus le cas. C'est terrible. Donc voilà, ça va être un petit peu plus décontracté, je pense que c'est le mot. C'est ça. Mais ouais, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on va bien les relancer et on parlera de livres, mais on continuera aussi de parler de tout le reste parce que sur YouTube, c'était plus souvent des créas, des choses un peu autour du livre et on gardait plutôt le livre sur les réseaux. Là, on va tout mettre partout, juste de manière moins régulière sur YouTube, plus régulière sur les réseaux. C'est ça. C'est un nouveau chapitre.
On va étendre un petit peu l'univers d'Encore un chapitre à tout ce qui nous passionne autour du livre. On espère que ça vous plaira et que vous ferez partie de la nouvelle aventure d'Encore un chapitre. On vous dit pas la semaine prochaine du coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à réagir, que ce soit à nos reviews ou au changement de la chaîne. Merci à toutes les personnes qui nous suivaient tous les dimanches, ça fait toujours super plaisir, merci infiniment. On est ravis d'avoir partagé ce petit bout régulier avec vous et on espère vous retrouver sur Instagram et sur TikTok. À bientôt! Ciao, ciao.